Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui organisent l'université d'été et les personnes de l'ICOMOS qui me permettent de m'exprimer ce soir devant vous. Et même si nous ne sommes pas très nombreux, la qualité sera au rendez-vous, je l'espère. Je dois vous avouer que quand on m'a demandé de faire cette conférence sur la dimension immatérielle des monuments, j'ai été un peu impressionné par la dimension du sujet, parce qu'effectivement, c'est un sujet très vaste et qu'il est difficile de pouvoir mettre dans des boîtes, puisque l'essentiel de mon propos sera de montrer que le patrimoine ne forme qu'un tout et qu'il est toujours très difficile de différencier les choses et de bien séparer. Alors évidemment, quand on parle de patrimoine immatériel ou de patrimoine matériel, deux grandes catégories, c'est déjà plus facile. Donc je vais essayer tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Et pour mieux tenter de cerner le titre de notre causerie de ce soir, et en observateur discipliné des valeurs qu'on m'a inculquées dans ma formation d'architecte des monuments historiques, je me suis tourné d'abord sur les textes fondateurs de nos réflexions sur ce que nous appelons désormais couramment les monuments. Alors, en premier lieu, je voudrais essayer juste de cerner le mot. Qu'est-ce que ça veut dire monument? Monument, ça vient de monere, qui signifie faire se souvenir. C'est-à-dire faire se souvenir. Il y a un acte volontaire pour faire se souvenir. Donc le monument, je lis la définition du dictionnaire, c'est un ouvrage d'architecture ou de sculpture édifié pour transmettre à la postérité le souvenir d'une personne ou d'un événement. Je trouve que la définition est intéressante parce qu'elle nous sort effectivement de la stricte cathédrale, où tout le monde reconnaît un monument, mais par exemple le monument aux morts, tel que celui que vous voyez ici, qui est pris dans une lointaine province française, c'était effectivement l'idée même du monument, c'est-à-dire que sa valeur immatérielle est aussi importante que l'objet lui-même. Par extension, ce que nous appelons le monument historique, c'est celui qui illustre la grandeur d'un passé et les grandes caractéristiques des civilisations à travers l'expression matérielle, des témoignages bâtis qui sont parvenus jusqu'à nous. Je prends par exemple ici le mausolée d'Adrien à Rome, qu'on appelle aussi le château Saint-Ange, comme vous le savez, avec la vue dessinée du mausolée et celle actuelle du château Saint-Ange. Il a été effectivement plusieurs fois transformé, mais je trouve que la dimension même de l'édifice, sa valeur symbolique, sont effectivement extrêmement présentes dans la ville de Rome. Et en plus, on voit qu'il a perduré, ce qui veut dire que la valeur de transmission de la mémoire qu'il était censé incarner, c'est bien transmise, puisque ce monument est parvenu jusqu'à nous. Alors quand j'ai essayé de regarder un petit peu quels étaient les textes qui parlaient de la valeur immatérielle des monuments, ou qui pouvaient se rapprocher de notre sujet, je suis d'abord précipité sur la Charte de Venise, puisque, architecte des monuments historiques, la Charte de Venise, c'est notre Bible en quelque sorte, et j'ai essayé de voir ce que la Charte de Venise racontait. Je vous rappelle qu'elle a été élaborée en 1964, et qu'elle dit, dans l'article 1, donc tout début, elle considère que les monuments sont chargés d'un message spirituel du passé. Mais elle s'occupe surtout de leur existence matérielle. Les articles qui suivent définissent effectivement la façon dont on peut agir sur un monument. La Charte de Venise considère favorablement leur affectation à une fonction différente de celle qui a été la première fonction pour laquelle le monument a été bâti, et elle précise que les aménagements exigés par l'évolution des usages, des coutumes, ne doivent pas altérer l'ordonnance ou le décor des édifices. Une analyse plus fine du texte permet toutefois de deviner entre les lignes ce qui n'est pas exprimé très explicitement sur la valeur immatérielle des monuments et de leur environnement. C'est-à-dire que l'architecture forme un tout indissociable, et j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai regardé ensuite la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, c'est-à-dire ce que l'on appelle la Convention de Grenade d'octobre 85. Alors, cette convention mentionne indirectement la dimension spirituelle des monuments, je cite, c'est le terme qui est utilisé, en reconnaissant leur intérêt social, et dans son article 15b,
au chapitre de la promotion des politiques de sensibilisation et de diffusion, demande que les États membres s'engagent, 2 points, à mettre en évidence l'unité du patrimoine culturel et des liens existants entre l'architecture, les arts, les traditions populaires et modes de vie, que ce soit à l'échelon européen, national ou régional. À l'article 11, elle invite les pays européens à favoriser, tout en respectant le caractère architectural et historique du patrimoine, 2 choses. Premièrement, l'utilisation des biens protégés compte tenu des besoins de la vie contemporaine. Donc là, on fait un pas de plus, puisque c'est vraiment une invitation claire et nette à essayer d'adapter les édifices dits monuments historiques aux besoins de la vie contemporaine. Et elle préconise l'adaptation, lorsque cela s'avère approprié, de bâtiments anciens à des usages nouveaux. Donc là, c'est vraiment un encouragement à réutiliser les monuments. Il faut dire que dans le contexte, c'était vraiment un souci, puisqu'on avait énormément de monuments, je dis on, c'est-à-dire en Europe, principalement, énormément de monuments qui ne recevaient pas d'affectation et donc pour lesquels on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on peut bien en faire. C'est bien de conserver une coquille, mais quand c'est une coquille vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on perçoit une évolution sensible entre la charte de Venise et la convention de Grenade. Au XIXe siècle et au XXe siècle, début du XXe, le monument était posé comme un objet. Désormais, il a une dimension immatérielle qui devient tout aussi importante que sa dimension matérielle. Alors, si on va un peu plus loin dans l'analyse actuelle du concept, on tombe sur le rassemblement, je ne sais pas comment l'appeler, qui a eu lieu à Québec à l'occasion de la 16e Assemblée Générale de l'ICOMOS, donc nous sommes familiers de ce genre de réunions, et des célébrations qui marquaient le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec. Et au cours de cette réunion a été adoptée une déclaration sur la préservation, je cite, de l'esprit du lieu par la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel. Je vous précise aussi que j'étais très satisfait parce que cet acte a été pris le 4 octobre dernier. Donc vous voyez, c'est de l'actualité toute récente. Je vais vous citer 2-3 textes parce que je crois qu'ils précisent bien non seulement l'esprit du texte, sans faire de jeu de mots, mais également ce que c'est que l'esprit du lieu. Ils disent, les participants déclarent. Alors, pardon, j'aurais dû vous montrer, je me suis un peu embrouillé parce que je voulais vous montrer cette photo de la Casa Rouille avant intervention et un exemple d'adaptation de monuments historiques à une disposition contemporaine, puisque c'était une maison d'habitation, et puis aujourd'hui c'est un musée. Donc il y a nécessairement quelques adaptations. Et le costume gêne un petit peu aux entournures. Il a fallu l'adapter, mais on peut dire dans le strict respect de la charte, non seulement de la charte de Venise, mais également de la charte de la Convention de Grenade. Et là, nous avons maintenant un outil de connaissance et de diffusion de la qualité du patrimoine tout à fait remarquable. Alors, voici les textes que je voulais vous lire. Lisons-les ensemble. Les participants disent « Nous définissons l'esprit du lieu comme l'ensemble des éléments matériels, sites, paysages, bâtiments, objets. » Je n'ai pas tronqué la citation, hein, c'est la citation entière. Et immatériels, mémoire, récits, rituels, festivals, savoir-faire, physique et spirituel, qui donnent du sens, de la valeur, de l'émotion et du mystère au lieu. Par ailleurs, et là je ne l'ai pas reproduit sur le tableau, les participants déclarent la notion de l'esprit du lieu permet de mieux comprendre le caractère à la fois vivant et permanent des monuments, des sites et des paysages culturels. L'esprit du lieu est une construction humaine destinée à desservir des besoins sociaux. Ceux qui habitent le lieu sont considérés aujourd'hui les meilleurs garants de sa mémoire, de sa vitalité et de sa pérennité, voire de sa sacralité. Ce sont les personnes qui font, qui utilisent et qui embellissent l'esprit du lieu. Donc là, on voit qu'on est très proche. Hein. Si on considère une cathédrale, par exemple, ou une collégiale ou une abbaye, effectivement, elle n'a de pleine valeur qu'à partir du moment où elle est habitée, où elle est utilisée. C'est plus difficile pour d'autres bâtiments. Donc au chapitre de la transmission, et c'est le texte que je vous ai retranscrit sur le PowerPoint, au chapitre de la transmission de l'esprit du lieu,
nous relevons, c'est par la communication que ce